choses qui sont en train de se passer et qu'on va visiter rapidement. La raréfaction, l'économie de la rareté, matière première énergie. On est dans l'espace fini, on sera de plus en plus. C'est pas sans conséquence. La deuxième, c'est les politiques de lutte contre les gaz à effet de serre. Le troisième, c'est tout ce qui est en jeu avec l'environnement, la santé. Le quatrième, c'est toi qui disais la question, est-ce que la biodiversité est dedans? Oui, la biodiversité, même si le business model n'est pas encore très bien établi extrêmement. Et le dernier, c'est les consommateurs. Alors, les premiers axes, c'est la question, est-ce que nous sommes dans une logique où nous allons vers une économie de la rareté? Ça date un peu, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais ça ne doit être pas trop loin de la réalité. Ça, c'est des maps monde. La surface des pays, elle est proportionnelle au nombre d'immatriculations de véhicules terrestres. 2004-2030. En gros, on va doubler le nombre de bagnoles à la surface de la planète. Alors, je vous le montre parce que vous êtes trop loin. 2004, je dirais, la Chine, elle est là. En 2030, je n'ai pas besoin de vous le montrer avec le bout du doigt. En gros, en France, taux d'équipement, 600 à 700 véhicules pour 1000 personnes. En Chine, on est à moins de 100. Est-ce qu'on peut interdire aux Chinois d'acheter des bagnoles? Et vous voulez, quand un pays se développe, vous avez une middle class qui apparaît, et comme les transports ne sont pas bien mal organisés ou surencombrés, il y a une middle class, dès qu'elle a les moyens, elle achète un moyen de mobilité. Une bagnole, c'est 1 tonne d'acier. Donc en gros, si on est tous venus en voiture, c'est une ceinture d'acier. C'est difficile pour s'embrasser. Et donc, vous voyez que forcément, uniquement se prennent, ça va se traduire par une consommation de matières premières et d'énergie. Il n'y a pas photo. Et vous voyez que, attention, quand on regarde les pays occidentalisés, nous, la surface reste constante. Donc ça veut dire nous sommes dans une logique de marché de renouvellement, mais on a des pays qui sont en croissance. Et c'est pas grave. Donc il y aura des hauts, des bas, des crises, des machins, etc. Mais quoi qu'il arrive, on doit aboutir vers une économie, vers une nécessité d'être plus intelligent dans la consommation d'eau. Sinon, nous allons vers l'économie d'art. Et ça, c'est un trend à moyen terme. Si vous voulez, la démographie, ou le développement économique, la démographie, même les pires négationnistes ne le remettent pas en cause. Bon, on est à peu près à 7 milliards, on sera en alentour de 9 milliards en 2050. Bon, on n'est pas à 500 millions près, hein, c'est marginal. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur le baril de pétrole. On a beaucoup parlé ces temps-ci. On a dit, ouais, on peut pas chuter, machin, plus de 50 $. Je me rappelle qu'ils, je n'ai pas regardé hier, mais on doit être à 62, 63 $ à peu près. C'est intéressant de regarder qu'à une époque extrêmement lointaine, mais qui était déjà au XXIe siècle, le baril de pétrole, c'était 30 $, à peu près, en 2003-2004. Donc à 60 $, c'est 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Et quand on s'est tapé des pics de pétrole à 120 $, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a quand même déclenché des attitudes chez les consommateurs. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? C'est que les gens, quand ils allaient à la pompe, il y avait des fois des tickets, quand c'était à 1,50 €, et des fois ça apparaissait à 100 €. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Je ne sais pas chez vous, mais en Bretagne, dernier trimestre 2008, juillet 2008, rappelez-vous, c'est le baril de pétrole à 150 $. C'est le premier pic, juste avant les Lehman Brothers. Dernier trimestre 2008, les conseils généraux en Bretagne, c'est plus 60% de fréquentation du TER à la fin de l'année, et le conseil général ne sait pas faire face aux demandes des communes pour mettre en place des aires de covoiturage. Qu'est-ce qui s'est passé
pendant l'été 2008. Soit la petite flamme verte, je dirais, de « faut sauver la planète » est tombée sur tous les Bretons. Première solution. La deuxième solution, les gens se sont dit, on ne peut pas continuer, ça nous coûte trop cher, je dirais, dans notre budget. Donc, je change. On propose de dire aujourd'hui, même $60, ça reste cher. On va revenir à terme, 3 ans, 4 ans, pas fou, vers des pétroles à entre 80 et 120 $, à peu près. Ne serait-ce que pour les coûts d'extraction. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de produits et de services qui ont été conçus à une époque où le baril de pétrole n'était pas cher. Donc, et on a un peu l'électroménager, vous avez maintenant des étiquettes de consommation, il y a des choses, il y a quand même une attente du marché sur ça. Dernière image, je ne sais pas si c'est très bon, c'était dans la classe du futur en 2010, c'est assez rigolo, vous voulez, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est il y a des années estimées d'épuisement des minerais en restant dans une consommation tendance 2010. Alors je vous en prends un au hasard, ça me fait rigoler. Regardez, c'est le zinc. Vous dites en 2027. 2027, c'est encore le 21e siècle. Hein. Bon. Vous dites merde, en 2027, le zinc commence plus. Vous savez, les voitures, hein, aujourd'hui, on ne sait pas faire une voiture qui ne roule pas sans zinc. C'est pas plus compliqué. Donc là, c'est intéressant. Là, je travaille avec une. Tiens, Samuel, elle est chez toi. Actonucléine, ça dit quelque chose? Ils sont en Martinique. Et on les remonte à Fintech Open France, là. C'est des furieux, je dirais, dans la nanotechnologie, c'est ce qu'on appelle le quantum dots. Hein, sur les logiques Smart Surface. Et en gros, moi j'ai vu des protos. Hein. Là, en gros, c'est des produits anticorrosifs. Vous voyez la plaque, une plaque de ferraille, un petit carré, c'est marqué dedans. Ils ne sont pas emmerdés, ils l'ont mis dans la mer. Hein. Alors, on voit les algues qui poussent, sauf à l'endroit où c'est dessus. Pas une trace de corrosion. On se dit, bon, avec des taux d'émission infinitésimales, donc on se dit, tiens, voilà, je dirais une entreprise, il pourrait peut-être y avoir des perspectives intéressantes. Alors, voilà ce que je voulais vous exposer. Yes. Et l'alimentation. Vas-y. L'alimentation. Va jusqu'au bout de ton propos. Tu parlais de 9 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on ne pourra pas nourrir 9 milliards d'habitants sans les insectes, sans les micro-algues, sans la spiruline, sans plein de choses, mais pas avec un exemple. Et avec un objectif de réduction de alors, la normalité. Donne un exemple d'entreprise que tu connais, donc qui s'inscrit dans cette logique. Alors, dans l'objectif des métaux, ouais. McPy Polymère, technologie Polytechnique CNRS, incubation incubalience, accélération électrique, voilà, un exemple de chaîne. C'est une société qui est dans la chaîne du recyclage des métaux. Ouais. C'est-à-dire que quand, en fait, on prend par exemple des métaux comme le groupe Palladium, ou d'autres métaux, mais ça c'est des métaux précieux, qui sont contenus dans les pots d'échappement, parce qu'on fait des pots d'échappement qui génèrent moins de rejets, pression environnementale et réglementaire. Donc pots d'échappement avec des métaux précieux à l'intérieur qui catalysent, qui permettent d'avoir moins de rejets. Du coup, il y a un marché de récupération des pots d'échappement parce qu'il y a des métaux précieux dedans, parce qu'il y a des gens qui, dans l'économie circulaire, vont récupérer ça. Et puis après, il y a des usines énormes qui vont retraiter tout ça. Et en bout de chaîne, McPy Polymère va aller chercher les derniers ppm de palladium, 50 000 € le kilo, etc. Ça, c'est une start-up qui se développe mondialement. La question qui est très intéressante là-dessus, c'est que cette pression environnementale et réglementaire a suscité, généré un marché circulaire, des usines de retraitement qui pèsent des milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, qui sont des véritables industries, et qui fait qu'aujourd'hui, certains métaux, le marché du recyclage représente 30 à 50% du montant extrait dans les mines. C'est-à-dire qu'il y a des mines secondaires qui sont créées par recyclage, qui font 20, 30, 50%. Le zinc, ce n'est pas le cas forcément, mais le palladium, c'est le cas. Les terres rares, on y va, etc. Donc en fait, voilà, cette pression
dont tu parles de la rareté plus, de l'environnement plus, de plein de choses, à créer des business qui eux-mêmes génèrent de la valeur. Voilà. Et donc vous avez des enjeux qui peuvent être à la fois sur le côté de la techno, hein, mais parallèle peut-être beaucoup plus banalement ou trivialement, ça va être tous les marchés qu'on appelle de reuse, ils vont être beaucoup plus dans des approches locales. Moi je travaille avec des filiales d'Emmaüs, hein, qui sont en train de travailler, par exemple, sur des fenêtres, celles qu'on colle, qu'on enfouit, quoi. En gros aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme circuit de traitement pour récupérer le bois, le machin, tout ce qui parce qu'il y a un modèle économique, je dirais, qui dans certains cas peut être viable, quoi, mais en passant par les autres. Mais il y a un élément très très important, juste une précision, c'est que ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas si la technologie offerte n'était pas offerte à un coût abordable. Et deuxièmement, voire même en donnant de la valeur à son client. Ok, une intervention ici. Et après, vous réfléchissez à vos exemples. Dans le même veine, un autre exemple sur le lithium. Je suis un petit peu étonné de la date qui est donnée pour le lithium, mais enfin, on voit un petit peu tout sur l'épuisement du lithium. L'uranium. Mais évidemment, les batteries sont très grosses consommatrices de lithium. Ce qui a généré aussi, grâce aux réglementations européennes, toute une économie circulaire de récupération des batteries par des grands groupes et puis aussi par des PME. PME comme Recupil, par exemple, qui est à Grenoble, sur un procédé qui a été inventé par le Grenoble INP. Propose des solutions pour récupérer le lithium avec des coûts faibles. Et donc, d'autres exemples. Attention, hein, ne nous centrons pas que sur la rareté. Enfin, je veux dire, la rareté, ça joue sur deux choses. Ça joue sur l'épuisement à terme, de la nécessité du recyclage, mais en termes de business, ça pose aussi la question du coût d'accès à l'énergie et à la matière première. Donc, vous avez une première solution, peut-être un petit peu méta, qui est de se dire comment je recycle, je boucle, blablabla. Mais vous avez une deuxième approche, à plus court terme, qui est comment je consomme moins ou comment je consomme mieux. Vous voulez, je prends un exemple. Jusque en 2008, les constructeurs automobiles, je suis annexe de PSA, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Moi, j'étais au début c'était sur la XM, quand on faisait des XM, le problème pour vendre une bagnole, c'est qu'il fallait coller le plus d'airbag possible dedans. On n'avait rien à battre du poids, rien. C'est en 2008 que les constructeurs automobiles se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. Il a fallu attendre 2010 pour commencer à voir apparaître des bagnoles qui soient moins lourdes. Donc il y a une première, je suis constructeur automobile, je me dis, je vais faire des voitures moins lourdes. Mais la meilleure façon, c'est qu'il y ait plus de gens à rouler dans une voiture. Comme dit Didier Plassat de l'ADEME, il dit la première chose qu'il faut faire pour limiter les gaz à effet de serre, c'est qu'il y ait au moins 2 personnes à rouler dans une bagnole. La façon de mutualiser la matière première, l'autopartage est une excellente façon de mutualiser le coût, je dirais, de la matière. Et donc de réduire le coût, je dirais, de l'accès à la matière première, par exemple, pour une voiture. Est-ce que vous avez des exemples chez vous d'entreprises qui développent des stratégies dans la logistique? Yes. Moi, j'accompagne un projet sur la logistique végétale, en fait, où plusieurs entreprises se mutualisent pour faire partir des camions complets sur la l'implant à destination des fermiers. Puisqu'auparavant, chacun envoyait son camion partout. Et il y a une plateforme web, on a comme ça, alors pour l'instant, on est dans la phase de R&D et c'est l'école d'Armine de Nantes et de Paris qui travaille sur les algorithmes sur les partitions. On a là quand on travaille là-dessus, ça s'appelle Synatis. Il y a une PME, en plus c'est un ancien copain. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une plateforme web, type communautaire, type Facebook en gros, quoi. Des softs et professionnels. Et donc ce sont les chargeurs, ceux qui ont des livraisons à expédier,
je dirais, qui discutent entre eux sur la plateforme, qui coordonnent leur livraison, par exemple de Bretagne vers PACA, notamment ceux de l'agroalimentaire, au hasard, et ils disent tiens, je peux livrer un jour plus tôt, plus tard, etc. De façon à arriver, il y a des camions complets, et à ce moment-là, ils passent un bloc, je dirais, aux transporteurs, aux affréteurs. Donc, il faut savoir qu'on a quand même, on gagne 10% en termes de taux de charge sur les camions. Une palette Bretagne-PACA, 80 €. Donc, la solution est pas mal. Le business model il est intéressant, c'est une palette qui a été affrétée en passant à travers la plateforme, la quote-part, c'est 1 €. Le prix d'utilisation de la plateforme, c'est 1 € la palette. Donc, comprenez que le chargeur, comme il gagne 8 € la palette, c'est vite réglé. Et donc en fait, c'est intéressant hein, comment on va utiliser l'éthique, une approche un peu communautaire au service d'eux. D'autres exemples, Ça s'appelle comment? Synatis, C-I-N-A-T-I-S. D'autres exemples. D'autres exemples. Yes, Samuel. Plutôt sur le côté économique, du coup, alors c'est la société EasyVirt, ils mettent en avant que, je ne me souviens plus des dates exactes, mais enfin c'est à peu près l'ordre de grandeur, en 2020 la consommation énergétique d'Internet, ça va représenter la consommation d'énergie de l'humanité dans les années 2000 à peu près. Donc c'est dire l'ampleur de la part d'augmentation de la consommation énergétique rien qu'à Internet et principalement l'utilisation des serveurs. Donc eux, leur mot, enfin leur solution, c'est une solution qui permet d'optimiser et de réduire la consommation énergétique liée à l'utilisation des serveurs par une bonne gestion intelligente de ces serveurs, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on crée des machines virtuelles, et les machines virtuelles, finalement, on réplique sur un ensemble de serveurs pour assurer une défaillance proche de zéro, mais ce faisant, en fait, on fait multiplier le fonctionnement. Par exemple, quand vous regardez un film sur votre smartphone, en fait, derrière, il y a 3 serveurs ou 4 qui tournent derrière pour vous assurer que vous pourrez regarder le film. Donc, la consommation est assez énorme. Donc eux, ils optimisent, ils rationalisent, et ils ont développé des solutions logicielles. Et donc leur offre aujourd'hui, c'est quand ils vont voir une entreprise, un grand groupe, ils leur disent aujourd'hui on peut vous faire minimum 20% d'économie sur les factures énergétiques, rien qu'en optimisant la consommation de serveurs. Donc ils travaillent sur des banques, des organismes comme ça. Il faut avoir des entreprises, je dirais, où les serveurs sont plutôt en interne pour avoir un discours de séduction. Typiquement les data centers, ils sont en interne de cible, ou effectivement des entreprises qui ont une gestion internalisée des serveurs. Et après on a parfois des difficultés, c'est que souvent, si vous voulez, ceux qui ont la main, c'est de l'approche commerciale, c'est le marketing de l'éco-innovation. Souvent, ceux qui ont la main pour agir, c'est les DSI, les patrons des systèmes d'information. Et c'est pas eux qui payent la facture énergétique. Parce que derrière, ce qu'ils voient, c'est les risques de défaillance de leur système, et eux, ils sont là pour être les garants du bon fonctionnement. Alors que, limite, faire réduire la facture sur les frais généraux, limite, c'est pas trop dans leurs objectifs à eux. Donc le process de vente est parfois un peu complexe, effectivement, pour réussir à atteindre les bons interlocuteurs, parce que le DSI, il a quand même sa part dans la décision, forcément, il a son mot à dire, mais celui qui sera peut-être le plus moteur, ce sera le DAF ou le DG de la société. Et ça, c'est une vraie approche, c'est-à-dire attention dans les entreprises, souvent, c'est pas toujours les acteurs, enfin ceux qui peuvent agir, qui ont une vision claire de combien que ça coûte. Sur tout ce qui est énergie, etc. Souvent, par exemple, l'énergie, c'est les services généraux. Et quand vous êtes dans une entreprise industrielle, il va falloir voter sur les processus. Je dirais souvent, ce n'est pas forcément les mêmes services. Donc il peut y avoir un vrai enjeu économique en termes d'énergie, mais je dirais les circuits de décision peuvent être un petit peu compliqués. Il y a d'autres exemples? Yes. Alors, vas-y. En termes d'écomobilité, parce que vous le citiez tout à l'heure, on accompagne la société Caros ici, qui développe un réseau intelligent de mise en relation justement entre ceux qui conduisent et ceux qui veulent être emportés, avec tout un système prédictif où il n'y a même pas besoin de s'inscrire et de dire voilà je vais de telle zone à telle zone comme le fait Blablacar. C'est directement en intégrant l'ensemble des parcours classiques traditionnels qu'il y a des informations push qui se voilà. Apparemment, tous les lundis, vous prenez votre voiture de telle zone à telle zone, sachez qu'il y a telle et telle personne qui sont intéressées par vous. Covoiturage dynamique. On a un vrai enjeu, le covoiturage domicile-travail. Enfin, en gros, le trajet domicile-travail, c'est le principal poste de déplacement en France.
Et la mise en relation est un des points les plus compliqués, Voilà. finalement. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui est méga brut là-dessus. Hein, on est plutôt en pointe sur le sujet, hein, en termes d'alliance de compétences. Autre chose, Raluca? J'avais deux exemples, moi, par rapport à ce que tu disais. On a une start-up grenobloise, pour le coup, qui s'appelle Steamergy, dont l'objectif, c'est de partir de la chaleur fatale qui est dégagée par les serveurs et les data centers, et de l'utiliser en la récupérant pour chauffer l'eau chaude sanitaire, ou pour faire du chauffage. Et en gros, soit c'est en in situ, en boucle fermée, soit ça peut être en boucle ouverte, à avoir des serveurs qui sont un peu partout dispersés et qui est une centralisation et ça sert à chauffer en local là où est le serveur et ensuite les données sont remises en commun. Donc ça c'était très peu de... C'est drôle parce que en fait, c'est les enjeux énergétiques des data centers, du calcul numérique en fait, du cloud au niveau mondial, c'est 3% de l'économie de la consommation d'énergie au monde. En France, c'est 7 à 10% et la croissance est à 2 chiffres. En France, donc moi j'ai deux autres startups qui sont dans ce domaine-là, Carnot Computing, qui bypass le data center. Puis un data center, il faut une deuxième usine pour refroidir la première. Ou alors on a mis en Suède, c'est le cas de Google, de Facebook qui est en Suède parce qu'il fait froid. Ouais, la Suède, moins de froid. Et ça fait 1% de la consommation énergétique de la Suède. C'est intéressant, hein, si vous voulez, juste je reviens un petit peu, en termes d'approche territoriale. J'ai vu les Suédois, ils sont venus nous benchmarker. Ils ont dit, nous, on a un actif pas délocalisable, c'est il fait pas chaud. Eh ben, on va faire une offre pour les data centers. Ben voilà. Donc, on a vu, là. il y a un projet de mettre des data centers dans les troglodytes pour justement utiliser la fraîcheur des troglodytes pour plus faire ça. Donc Carnot, il bypass le data center, il va voir Société Générale, mais il s'est fait dropper par le DSI parce que à cause de ce que tu dis. Par contre, BNP a vu le concept super intéressant d'économie et puis de communication également. Donc le calcul est pris, il est dispatché et il est mis dans les radiateurs. Et il va chauffer gratuitement un logement en faisant le calcul, en des bouts de calcul qui sont ensuite agglomérés. Donc, à l'été il fait chaud, mais le calcul est saisonnier. Le calcul est saisonnier. Donc en fait, il y a moins de calcul. Et deuxièmement, il y a une autre qui fait la même chose, mais qui va mettre ses cartes, ses puces, ses programmes, enfin ses microprocesseurs, pardon, dans un chauffe-eau. Donc là, on bypass le data center encore, et au lieu de faire d'une manière dispatchée dans les logements, ça sera plus dans les collectivités, genre piscine. Moi j'y crois un peu moins. Chez Mickey, à Marne-la-Vallée, il y a des boucles locales d'énergie, il y a des data centers, ils font le chauffage collectif. Hein. Des externalisations qui Alors, sont des bulles d'un temps. Okay. Pour conclure un petit peu cette séquence, parce qu'on a quand même simple, on voit bien, je dirais, la question en termes de business model, c'est de se dire, alors, la question c'est, si l'énergie et le coût de la matière première augmente, est-ce que je vais pouvoir les reporter sans fin sur mes clients? La réponse c'est non. Parce que là, dans les cas qu'on vient de citer, le coût d'électricité représentant 30 à 50% du coût du calcul, si vous arrivez avec une solution sécurisée, moins d'innovation qui fait que c'est pas toujours facile à accepter, il y a forcément un gain sur le coût. Sans gain, il n'y a pas de possibilité de mettre. Voilà. Donc, ça veut dire que forcément, et alors ça c'est la première chose, on ne va pas pouvoir parce que le pouvoir disponible d'achat des ménages n'augmente pas, parce que les entreprises, blablabla, c'est pas possible. Et après, il faut abandonner un schéma culturel, je dirais, où l'énergie et la matière première étaient pas chères et à proximité. Donc, il faut casser le paradigme. C'est pas seulement un petit peu d'allègement, blablabla. Non. Ok, ça c'est de la petite adaptation. Mais le grand enjeu, c'est Jean Jouzel qui... un gars, c'est un breton, qui dit la vraie question, ça va être notre capacité à nous adapter. Et donc, c'est sûr, il va falloir accélérer. Je vous rappelle qu'en plus, nous sommes dans une déréglementation en France du prix du gaz et de l'énergie, de l'électricité. Donc aujourd'hui, vous êtes une entreprise industrielle, surtout vous foncez et vous allez renégocier votre contrat d'apport de gaz
si vous ne prenez pas trop mal, vous gagnez 15 à 20%. Première chose. Et la deuxième chose, c'est sur, je dirais, l'énergie électrique. Au 1er janvier 2016, je dirais, les abonnements verts et jaunes, ils sautent. Et donc ça veut dire que, en gros, une façon, c'est pas le tout d'acheter auprès d'un trader de l'énergie, mais surtout, il va falloir se mettre en capacité à pouvoir revendre de l'énergie à EDF en période de pointe. Et là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas forcément en mettant de l'énergie renouvelable. Mais là, par exemple, moi j'ai un projet, où qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, les gars, c'est une start-up, hein, les mecs ils sont malins, ils disent, quand je suis dans l'agroalimentaire froid sur certaines gammes de produits, quand mon électricité elle est pas chère, je vais surrefroidir les chambres froides. Et quand je vais arriver en pointe, je vais couper mes groupes frigo. Oui. Et comme en plus j'ai collé un petit peu d'énergie renouvelable, je bypass, je vends tout à EDF et je passe à la caisse. Hein, et le type de raisonnement où on sort de la logique, j'ai une prise, tac, je tire dessus quand je veux, la puissance que je veux, ça ne me coûte pas trop cher. Hein, mais attention, 1er janvier 2016. Hein, et ça va faire pas de bien à beaucoup de PME. Hein. Il y a 2 ans, j'avais une PME, il faisait des calages en cellulose boulée pour remplacer le polystyrène. Bon, quand on dit, monsieur, dans votre charge d'électricité, c'est combien? Il dit 30%. Il dit, vous savez, monsieur, que le prix de l'électricité risque d'augmenter de 30% dans les 3 à 4 prochaines années. Il a dit, non, je ne savais pas. Et vous voyez, il pallie d'un coup. Hein. C'est 30% fois 30%, il doit rémunérer 10 points de marge nette. On peut vous dire qu'à ce moment-là, c'est pas compliqué. Hein. Tout de suite, on va chercher un expert en énergie, process industriel et au web. Donc ça, c'est de l'innovation processus. Et la deuxième chose, c'est on regarde le portefeuille de produits. Tous les produits sans faible de valeur ajoutée, on ne va pas pouvoir compenser. J'ai assez de plantation, on les quitte. Mais on repositionne sur notre activité. Ça rigole pas.